Le comité interrégional Caraïbes se réunit en ce moment en Guyane pour 2 jours de travail. Au menu, un suivi des actions menées à ce jour et une sélection des projets qui seront soutenus par cet organisme qui dispose d'un budget de 85 millions d'euros. Les lycéens notent la proposition de réforme du baccalauréat. Ils ont jusqu'au 19 décembre pour donner leur avis à l'Éducation nationale qui souhaite repenser ce diplôme historique. Objectif, proposer un bac renouvelé en 2021. En Guyane, la Poste donne un petit coup de pouce au Père Noël avec l'opération Noël. Le but du dispositif, éviter les retards de livraison et la déception des plus petits. Présentation des moyens mis en œuvre dans notre édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez suivre cette édition en direct sur Facebook et désormais sur Orange TV. Le Fonds européen finance un programme de coopération dans l'espace Caraïbes, coopération qui englobe près de 40 pays de territoires d'outre-mer dont fait partie la Guyane. Et c'est en ce moment à la CTG qu'ont lieu les comités de suivi et de sélection des actions financées pour la période 2014-2020. Pierre Tréfou y a assisté. Lancé fin 2016, le programme de coopération territoriale européen Interreg Caraïbes organisait aujourd'hui son 4e comité de suivi et le 3e comité de sélection à Cayenne. Le programme Interreg soutient des actions de coopération afin de renforcer le développement économique de l'espace Caraïbes. Nous avons des thèmes sur l'économie, sur l'éducation, sur l'apprentissage des langues étrangères, puisque au sein de la Caraïbe, y compris en Guyane, nous parlons parfois plusieurs langues, donc il est important aussi de développer cet aspect-là. Donc c'est une plateforme commune et avec un intérêt commun de développement économique, y compris le tourisme, bien sûr. Cofinancé par le Fonds européen de développement régional pour une enveloppe de 64,2 millions d'euros, c'est la région Guadeloupe qui en assure l'autorité de gestion. Il est destiné à soutenir des projets impliquant des acteurs des régions ultrapériphériques impliqués dans un partenariat avec des organisations de l'espace caraïbéen, soit près de 40 pays ou territoires d'outre-mer. Ce matin, par exemple, la région de Saint-Martin a évoqué le fait d'avoir une dotation particulière suite aux dernières catastrophes naturelles qui ont eu lieu là-bas. Donc ça fera débat. Nous allons débattre justement de cette situation et de l'opportunité d'augmenter l'enveloppe pour la reconstruction de Saint-Martin et pas que de Saint-Martin. Mais la position de la Guyane, c'est une aide particulière, donc la Guyane sera de toute façon favorable à cette aide. Mais nous restons aussi sur les fondamentaux qui sont le développement économique des différentes régions, partenaires. C'est la première fois que se tient le comité de sélection sur le Fonds européen de développement au bénéfice des opérateurs issus des États caraïbéens. Une enveloppe de 2,9 millions d'euros a été déléguée au Conseil régional de Guadeloupe en sa qualité d'autorité de gestion du programme Interreg Caraïbes, permettant ainsi un renforcement du dialogue politique, économique et technique entre les États des Caraïbes. Les plus âgés se souviennent des bacs A, B ou C. La génération suivante a été confrontée au bac L, S ou ES. Ce diplôme général d'accès aux études supérieures va une fois de plus changer. Et pour que les lycéens puissent avoir leur mot à dire sur cette décision, une consultation en ligne a été lancée par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Jonathan Larieux a questionné les principaux intéressés sur ce sujet. Selon vous, l'examen du baccalauréat aujourd'hui n'a plus de valeur? Plutôt d'accord. La réponse de Doumé, élève en première au lycée Félix Eboué de Cayenne, ne s'est pas fait attendre. Sur son téléphone, défile un questionnaire tout juste paru ce matin. Les questions portent sur l'utilité du baccalauréat. Juste avec un bac simple comme ça, on n'a pas beaucoup d'options pour travailler, etc. Il faut surtout repartir sur des études, continuer à apprendre et toujours apprendre. La mesure vient du ministre de l'Éducation. Elle vise à recueillir les avis des lycéens ainsi que leurs idées pour améliorer cet examen, qui est aujourd'hui la porte d'entrée aux études supérieures. Sur le site, plusieurs questions. Chaque lycéen est amené à y répondre. Devant le lycée Félix Eboué de Cayenne, à la sortie des cours, les avis restent mitigés. Selon vous, l'examen du baccalauréat aujourd'hui doit être réformé. Plutôt d'accord? Je pense que c'est une bonne option. Pourquoi? Pour connaître nos capacités, pour savoir ce qu'on a retenu. On se demande pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas avant. Il ne s'intéresse pas, c'est à notre avis. Le ministre de l'Éducation promet une réflexion basée sur ces avis pour améliorer l'examen au courant 2021. Du côté des parents venus récupérer leurs enfants, dur d'imaginer le changement dans un système qui semble avoir fait ses preuves.
Vu le temps que ça dure, je me dis qu'ils n'ont pas réussi à trouver mieux que cette formule-là pour évaluer les compétences des élèves. Donc voilà, et je pense que certains élèves même souhaitent garder le bac à la fin donc, de leur cursus au lycée pour pouvoir donc donner un petit peu plus de valeur au cursus lui-même. La concertation publique est disponible du 13 au 19 décembre 2017. Les résultats seront publiés en janvier 2018. Quelle belle année! 11 lancements avec Ariane 5, Soyouz et Vega en 2017, tous réussis. C'est ainsi que Stéphane Israël, président-directeur général d'Ariane Espace, a salué hier le 82e succès du lanceur européen Ariane 5, qui a mis sur orbite 4 satellites Galileo. Le prochain lancement est programmé pour le 25 janvier 2018. Cap sur la Martinique maintenant, qui accueille du 4 au 16 décembre la 2e édition de la Fête de la Lumière. Objectif de cette manifestation, sensibiliser le plus grand nombre sur les énergies renouvelables, une gageure quand on sait que seul 7% de l'île est équipée en ce sens. Un reportage de nos correspondants sur place. La Martinique est aujourd'hui dépendante à 93% du pétrole pour produire son énergie. Une consommation faramineuse que le gouvernement appelle à réduire d'urgence, avec pour ambition d'atteindre 53% d'énergie renouvelable à l'horizon 2023. 60 millions d'euros de budget ont été alloués chez nous pour s'inscrire dans le changement. Aujourd'hui, c'est beaucoup de photovoltaïque en Martinique. Il y a une centrale éolienne qui va arriver bientôt sur Grand-Rivière. Les enjeux encore, c'est poursuivre, intensifier nos recherches sur la géothermie, qui est une énergie très intéressante, aussi une énergie renouvelable. Donc, en fait, on recherche tout azimut. La micro-hydro, c'est-à-dire micro-hydroélectricité, en gros, c'est l'utilisation de l'eau pour pouvoir produire de l'énergie. Donc, en fait, les recherches sont lancées tout azimut. Tout ce qui nous permettra, les déchets, tout ce qui nous permettra de produire de l'électricité fait l'objet d'études, de recherches pour l'intégrer sur le réseau martiniquais. Chaque éolienne, il y en a 4, 0,5 MW. Mais comparé à d'autres territoires insulaires, nous sommes en retard dans la transition. Si on compare par exemple à La Réunion produit 50% de son énergie avec l'eau. Ils ont une possibilité, une grande capacité de fournir de l'électricité avec des barrages hydroélectriques, tout comme la Guyane. Nous n'avons pas ce potentiel aussi important en Martinique, donc ça nous impose d'être créatifs. Pour l'heure, faute de ressources naturelles suffisantes, d'autres chantiers alternatifs sont d'ores et déjà en cours chez nous. 24 de nos 34 communes ont signé une convention de rénovation énergétique. Ainsi, 60 bâtiments municipaux vétustes sont remis aux normes. Un projet de 3 millions d'euros, financé en majorité par la CTM et le syndicat mixte d'électricité locale. Nous améliorons les consommations des équipements tels que la climatisation, l'éclairage, mais nous renforçons aussi l'isolation des bâtiments pour des consommations meilleures en énergie. Nous faisons aussi de l'étanchéité thermique sur les bâtiments. Nous avons les bâtiments les plus consommateurs. Donc en général, ce sont des bâtiments qui ont des fortes consommations d'énergie. Donc pour un mètre carré, on est à peu près au moins à 300 kWh par mètre carré. Donc ce qui est assez important, et nous comptons diminuer d'à peu près 15 à 30% les consommations d'énergie de ces bâtiments. Malgré notre retard, certains chiffres sont encourageants et montrent que la Martinique tend petit à petit à s'inscrire dans le renouvellement énergétique. L'année dernière, 27 millions de kilowattheures ont été économisés, une diminution record. Le prochain cap est fixé. Fin 2018, la Martinique, comme le reste de la France, devra atteindre 25% d'énergie renouvelable. Restez avec nous, à venir dans votre journal. Place à l'esprit de Noël avec une organisation spéciale mise en place par la Poste afin de répondre à la forte demande qui va de pair avec cette période. Et puis Noël toujours, avec des courriers postés à la mairie de Cayenne via une boîte aux lettres qui s'engage à répondre. Rendons-nous en Guadeloupe maintenant à la rencontre des habitants de Belle-Plaine au Gosier qui avaient profondément souffert du passage de l'ouragan Maria. Un mois plus tard, que sont-ils devenus? Yvan Lemar a été à leur rencontre. À Belle-Plaine, 3 mois après le passage de Maria, des habitants ont pu se reconstruire grâce à leur assurance. La mairie est venue, bon, ils ont visité et puis ils nous ont promis quand même de nous aider. Mais comme j'ai dit, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, quoi. Mais ils n'ont pas donné grand-chose par rapport à tout ce que nous avons perdu, quoi. Mais comme nous sommes assurés, tu vois, nous sommes assurés, tant pour la maison, les voitures, tout est assuré. Alors c'est l'assurance finalement qui est en train de compte.
et qui nous a donné effectivement ce qu'il fallait pour que nous puissions rétablir tout ce que nous avons perdu en quelque sorte. Certains attendent encore une indemnisation. Après Maria, bon, on est venu nous voir, oui, et puis voilà, c'est tout. C'est tout, rien n'a bougé, quoi. Je n'ai pas encore repéré parce que j'attendais quand même un indemnisme, mais depuis je n'ai pas bougé parce que ça n'avait pas longtemps. Enfin, ils ne sont pas pressés, ils ne m'ont même pas encore indemnisé. Des sinistrés ont reçu une aide de 350 € par la mairie, mais pour ceux qui n'avaient pas d'assurance, le quotidien reste difficile. Bonjour, là. Tout ça, c'est mon qui pense ça. Comment c'était misère quand il a petit. Et c'est mon petit bon à 350 €. Qui m'a qui va ça? Et du bon, comment nous poser 350 €. Quand on va faire ça, 350 €. Vous comprenez? Mais il bon quand même, c'est au lot pas ni rien. Mi la ka le même comme ah pas c'est pour rien parce que c'est obligatoire que le comprenez. C'est ça fait. Mais avec du quand même il va envoyer l'argent tout pays, fait tout activité mais au moins parce que quand il a aidé peuple quand même. Aidez-nous mais pour nous pas faire merde tout le monde c'est à l'aise à habiter comme ça. Et moi gris en colère. Dans le quartier, le sentiment d'abandon domine encore. La région est passée et puis jusqu'à maintenant je n'ai rien fait. On m'a demandé un tas de questions, ils ont vu ce qui s'est passé. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien vu, rien entendu. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, alors j'essaie de faire mes affaires moi-même. On a toujours les séquelles, comme on dit. Mais personnellement, on a toujours le cœur en bobo. Alors, on essaie de faire comme on peut, parce qu'il n'y a personne qui nous aide. Hein. C'est nous-mêmes qui essaient de faire des économies pour faire nos affaires nous-mêmes. Selon la mairie, des travaux de redimensionnement des ouvrages hydrauliques sont prévus dans la zone, mais selon des témoignages, certains habitants traumatisés préfèrent habiter ailleurs et d'autres ont choisi de déménager. Vous avez sûrement déjà été victime de retard de livraison, un incident qui prend une toute autre dimension durant la période de Noël. Quelle organisation la Poste a-t-elle mise en place pour éviter des déconvenus qui peuvent gâcher les fêtes? Ayodele Germa s'est penchée sur la question. Plus que quelques jours pour envoyer votre lettre au Père Noël. Dans ce coffret de la Poste, il y a tout ce qu'il faut pour détailler vos envies de fin d'année au grand barbu. Pour écrire au Père Noël, maintenant on offre la possibilité aux clients d'acheter un coffret à 7,42 €. Dans le coffret, il y a la lettre toute vierge que l'enfant va pouvoir dessiner. Il y a l'enveloppe timbrée sur laquelle l'enfant va pouvoir écrire le Père Noël dans les nuages ou le Père Noël où il veut. Ça arrivera. En le mettant dans n'importe quelle boîte aux lettres de France ou de DOM, ça arrivera, à condition de le déposer avant le 18 décembre. Il y a le secrétariat du Père Noël qui est basé à Libourne en métropole, qui reçoit des lettres au Père Noël de partout dans le monde et qui y répond. À 10 jours de la fête de la Nativité, la plateforme de distribution de courrier de Baduel connaît un pic d'activité de 20%, une période de surcroît de travail pour les 130 salariés. Cette période, elle est connue, elle est maîtrisée à la Poste puisque c'est notre cœur de métier. Et donc ici, nous, on l'a appelé en interne avec mes équipes l'opération de Noël. Voilà, donc tout le monde est en attente de cette opération de Noël. On fonctionne, on gonfle les équipes, non pas en recrutant des gens pour cette opération, puisqu'en interne, j'ai beaucoup d'agents qui attendent cette période et qui sont volontaires pour faire des heures supplémentaires, pour faire de la livraison, faire de la distribution au guichet, accueillir les clients au guichet. Et puis, il y a un esprit magique, les gens s'habillent dans les dernières lignes droites aux couleurs de Noël. Il y a la décoration qui va être faite, les agents attendent qu'on aille acheter cette décoration avec impatience cette semaine, que ce soit les guichets, que ce soit les facteurs, voilà. Et puis, il y a la relation client qui est peut-être aussi encore plus développée à ce moment-là. Le samedi 23 décembre, la Poste sera exceptionnellement ouverte jusqu'à 16 h. Un suivi téléphonique est également prévu pour qu'un maximum de familles reçoivent à temps leur cadeau de Noël. Bonne nouvelle, le Père Noël tient une permanence à la mairie de Cayenne. Les enfants qui auront été sages cette année pourront poster leur liste de cadeaux dans une grosse boîte aux lettres prévue à cet effet. Réponse garantie. Pierre Tréfous s'est renseigné pour eux.
La volonté de Madame le maire cette année, ainsi que de son conseil municipal, c'est de mettre en lumière, on va dire, les vitrines de la ville de Cayenne, donc les commerçants, les acteurs économiques du centre-ville. Le projet de boîte aux lettres, donc du coup, vient un petit peu renforcer ce programme à destination des enfants. L'idée étant que les enfants de Cayenne, donc centre-ville et quartier périphérique, puissent venir déposer leurs lettres au Père Noël à l'hôtel de ville. Les courriers peuvent être déposés jusqu'au 25, jusqu'au réveillon, jusqu'au 24. Le service communication récupère les fameux courriers du Père Noël, le transmettent au Père Noël pour une réponse dans les meilleurs délais aux enfants qui auront déposé. À ne pas oublier, donc, pour que la réponse puisse leur revenir, que les parents mettent l'adresse de l'enfant. Il y a un courrier qui sera renvoyé aux enfants qui auront qui auront déposé leur courrier. La demande au Père Noël que font les enfants chaque année, donc essentiellement les cadeaux qu'ils souhaitent recevoir pour ceux qui ont été sages et même ceux qui n'ont pas été sages finalement. Et donc la réponse sera faite en ce sens. L'objectif, c'est justement de pouvoir avoir pas mal de courriers, donc sensibiliser les enfants, leur apporter un petit peu de gaieté, de vie, de joie durant cette période festive de Noël. Et puis on attend un maximum de courriers finalement. Avant de terminer ce journal, je vous propose de vous aventurer dans la forêt des illusions, une pièce de théâtre qui sera jouée très bientôt à Macouria. L'auteur et metteur en scène Grégory Alexander est parmi nous ce soir. Bonsoir Monsieur Alexander. Bonsoir Madame Phillips. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors quand on découvre le résumé, on a l'impression qu'il s'agit d'une pièce de théâtre qui est dans un univers onirique et avec des créatures magiques, des démons, mais aussi de la réalité comme la mort, le chagrin, la recherche de soi. Comment on arrive à faire cohabiter cette dualité sur scène ? En fait, en s'intéressant aux troubles qui peuvent agiter un enfant. J'ai voulu travailler sur les matières des contes. J'ai été chercher dans les mythologies qu'on a en Guyane, chez les Palicours, chez les Créoles. Il y a même un peu des accointances avec des mythologies nordiques et le roman de Renard. J'ai voulu travailler un peu à partir de ce terreau formidable qu'on a au pays, qu'on a en Guyane. Donc de cette espèce de creuset culturel extraordinaire. Et puis pour fabriquer cette histoire d'un enfant qui se retrouve face à la perte, c'est-à-dire à la perte de la personne qu'il a élevée, c'est-à-dire la grand-mère. On est comme ça. Alors c'était mon ex-compagne qui me racontait un petit peu les histoires, ses rencontres avec son public, avec les élèves. Et parfois, elle me disait des choses qui étaient assez touchantes, dont des histoires d'enfants élevés par leurs grands-parents. C'est vrai que qu'est-ce qui arrive quand on a été élevé par le grand-parent, qu'on se retrouve seul face à la perte de ce phare, c'est tout ce que questionne le spectacle. Alors dans le spectacle, la grand-mère, elle était conteuse, donc elle lui racontait des contes un peu de toutes les cultures du territoire, qu'on trouve sur le territoire. Et du coup, quand elle lui laisse une lettre, ce qui est un peu sa lettre référence, pleine de métaphores pour lui expliquer qu'elle s'en va. Et lui, il prend au mot, il se dit elle a été enlevée par un méchant dans la forêt, il s'enfonce. Et la forêt, c'est aussi sa nuit intérieure. Il rencontre des créatures issues des contes que lui racontait sa grand-mère. C'est ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir une espèce comme ça de balise sur son parcours et de se retrouver à l'endroit de la compréhension. Très bien. Comment vous est venue l'idée, et ça n'a pas dû être très évident, de croiser l'innocence, la magie, la mort et puis l'écologie ? Oui, il y a une petite fable écologique parce que la première créature qu'il rencontre, c'est censé être le grand caïman noir. C'est un ashtig, on retrouve ça dans la mythologie Palicourt. Mais le grand caïman noir, pour le coup, là, il n'est pas noir, il est tout blanc. Et ce serait peut-être à cause des déchets que jettent les hommes via l'exploitation aurifère. Mais ce n'est pas anecdotique, c'est quelque chose qui est soulevé comme ça, comme une interrogation. Vous savez, le travail artistique n'est qu'un travail qui est à l'endroit du questionnement, où on ne dit pas c'est comme ci ou c'est comme ça, mais on génère des questions ouvertes. Le public voit ça, il y a une rencontre entre le spectateur et l'œuvre, et ensuite il s'ensuit un débat intérieur ou un débat partagé à plusieurs. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'art.
Combien de temps il vous a fallu pour monter, pour créer cette œuvre? Il a fallu 8 semaines de travail qui ont été réparties entre février et novembre. Là, on a eu un premier accueil en résidence. Vous savez, les petites compagnies, on est des petits producteurs, nous n'avons pas nécessairement de lieu, donc on fait des partenariats avec les lieux qui sont des partenariats de résidence. Donc on dit une résidence de création et qui peut être accompagnée d'un partenariat de coproduction. Si le lieu dit on vous fait vraiment confiance, on fait un préachat du travail, et donc ce qui permet d'abaisser les coûts de production. C'est une production à 30 000 €, à plus de 30 000 €. Et du coup, on a eu 3 semaines en résidence à Macoria, qui est aussi coproducteur sur le spectacle. On en a eu 2 à l'EPCC. C'était très fragile cette partie-là, puisque le PCC a été très mouvementé. D'ailleurs, on n'a pas d'accord de coproduction, on ne sait pas si on va jouer là. Et ensuite, on a eu 3 semaines, on a terminé de créer à Cocolampo, au Centre dramatique Cocolampo, à Saint-Laurent-du-Maroni. Et voilà, on a bénéficié d'un environnement technique vraiment à l'endroit de ce qu'on devait faire. Travailler avec un vidéaste, voilà, on a pu aboutir ce spectacle. Donc 8 semaines de travail. On a travaillé avec une équipe extraordinaire, puisqu'il y a les matières visuelles du spectacle, l'onirisme, finalement a été amené par une plasticienne qui s'appelle Marion Chambard-Delove, qui fait un travail extraordinaire. Là, le travail qu'elle fait sur la forêt, c'est un échantillon. Donc on a numérisé son travail pour, je souhaitais un mélange des matières visuelles avec le corps des interprètes et générer du sens avec, générer de l'onirisme, générer cet espace du rêve. Donc, du coup, elle a travaillé à ça. Marion, on a bénéficié du travail de Michael Creusy, qui est très très bon à la régie vidéo, son lumière, il sait tout faire, c'est un programmateur, il est extraordinaire. Et puis on a bossé aussi avec Devano, Batou. Alors il y a une double distrib, un premier acteur qui est maintenant à Toulouse et un deuxième acteur qui sort du TEC, le Théâtre-École Cocolampo, qui a une formation supérieure en convention avec l'ENSAT. Et donc je suis allé voir à la sortie de leur cursus qui était le plus intéressant. Et du coup, voilà, j'ai rencontré Devano. Il y a Anne Meyer, qui est une collaboratrice de longue date maintenant, qui est danseuse et qui, pour le coup, est très dramatique également sur le spectacle. Et voilà, donc 8 semaines de travail intense. Et fructueux. Et fructueux, oui, je suis très content du résultat. On a une esthétique du mouvement, une esthétique du récit assez particulière, assez spécifique à ce spectacle. Justement, à quelques heures de votre prochaine représentation, si vous deviez nous donner envie de voir le spectacle, en quelques mots, que nous diriez-vous? C'est un voyage entre l'onirisme et le réel, et abordé avec douceur. Donc ce n'est pas un sujet qui devient lourd, au contraire, en fait, il y a beaucoup de moments de beauté qui ne passent pas nécessairement par le texte. Alors le texte, j'en suis l'auteur, je le trouve intéressant, on a beaucoup enlevé justement pour arriver à créer cette magie avec des moments juste de jeu et d'interaction entre les visuels, le numérique et les interprètes dans leur mouvance. D'accord. Donc maintenant que vous nous avez bien donné envie de venir vous voir sur scène, est-ce que vous pouvez nous dire où vous allez vous donner en représentation? Tout à fait. On jouera à Macoria. On a fait une première représentation en sortie de résidence à Saint-Laurent il y a 2 semaines. Et là, on joue à Macoria le samedi 16, là, qui vient à 18 h, et le vendredi 22 à 20 h. Alors, je crois qu'il faut réserver. Samedi, là, ça devient un peu compliqué. Mais le 22, enfin, il y a encore des places pour le samedi, mais il faut réserver par contre. Très bien. Le rendez-vous est pris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 13 décembre. Le comité interrégional Caraïbes se réunit en ce moment en Guyane pour 2 jours de travail. Au menu, un suivi des actions menées à ce jour et une sélection des projets qui seront soutenus par cet organisme qui dispose d'un budget de 85 millions d'euros. Les lycéens notent la proposition de réforme du baccalauréat. Ils ont jusqu'au 19 décembre pour donner leur avis à l'éducation nationale qui souhaite repenser ce diplôme historique. Objectif, proposer un bac renouvelé dès 2021. En Guyane, la Poste donne un petit coup de pouce au Père Noël avec l'opération Noël. Le but du dispositif, éviter les retards de livraison et la déception des plus petits. Nous avons présenté les moyens mis en œuvre dans notre édition. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. C'est Mounian, bel bon souhait. Merci beaucoup.